C'est vraiment ça, c'est qu'il y a pas rien à la place du contrôle. C'est ça aussi qui fait peur, c'est de se dire: «Bah, si on lâche, qu'est-ce qu'il va y avoir?» Bah non, en fait, il y a pas rien. Il y a plein d'autres pratiques, mais qui sont beaucoup plus au service de nous-mêmes, en fait, et de notre élan de vie, quoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 45 de Dans la poire partie 2. Dans la poire, c'est le premier podcast francophone pour en apprendre plus sur la nutrition et apaiser son rapport à l'alimentation sans se prendre la tête. Aujourd'hui, on continue notre discussion avec Claire Barberis-Giletti, autrice de Guérir de l'anorexie aux éditions De Buck. Alors dans la première partie de l'épisode 45, on a parlé de qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait trébucher sur cette maladie, l'anorexie mentale. Et dans la deuxième partie, on va voir tout ce qui peut permettre d'en sortir, toutes les ressources qu'on peut mobiliser. Je rappelle en préambule que l'anorexie mentale touche en très grande majorité les femmes, les jeunes femmes même, puisque l'anorexie mentale touche souvent les adolescentes entre 12 et 20 ans et elle présente souvent la triade symptomatique des 3 A, anorexie, amaigrissement, aménorrhée, association de ces 3 A avec un ensemble d'attitudes psychologiques particulières qui signent l'existence d'un conflit spécifique de l'anorexie mentale. Il y a 2 pics d'apparition qui sont généralement observés autour de 14 ans et autour de 17 ans, même s'il peut exister des anorexies mentales plus tardives. Avant de commencer l'entretien, j'ai une petite pensée pour Nouchka Simic, qui est une consoeur diététicienne spécialisée en nutrition du sportif qui, elle aussi, a traversé l'anorexie mentale il y a quelques années. Aujourd'hui, elle a su dépasser ce trouble et s'épanouir pleinement dans sa pratique sportive, le triathlon. Et c'est quelqu'un de joyeux, de passionné, d'engagé. Et elle vient juste de publier sa masterclass pour la nutrition pour la performance en endurance. Alors pour toutes celles et ceux qui vont courir le marathon très bientôt et qui se demandent comment optimiser leur nutrition pour leur épreuve d'endurance, cette masterclass, je vous la conseille vivement parce que c'est quelqu'un de sérieux. Je vous mettrai le lien de son site fourchettebasket.fr en description de cet épisode. Voilà, je ne fais pas plus long pour cette introduction et je vous laisse découvrir la seconde partie de mon entretien avec Claire. Quels sont les premiers ingrédients, les ingrédients de la guérison ? T'en parles dans ton livre, tu dis il y a 2 petites roues là. Ouais, c'est vrai que les ingrédients de la guérison, il y en a plusieurs. Pour moi, ce qui a beaucoup compté, c'est retrouver cette soif de vie et retrouver cette envie de vivre, en fait, qui était partie et qui était partie loin. Et le premier pas, ça a été celui-là. Ça a été de se dire pourquoi je reprends du poids ? Pourquoi je reprends du poids ? On me dit qu'il faut que je reprenne du poids, mais pourquoi ? Et tant que j'étais uniquement centrée sur la reprise de poids ou la modification du comportement alimentaire, j'arrivais pas en fait. J'arrivais pas à avancer suffisamment, et surtout la culpabilité. Il y a une culpabilité très forte à manger dans l'anorexie qui est très compliquée à gérer. C'est-à-dire qu'on mange le moindre truc, on culpabilise à mort. Tu te dis quoi dans ces moments-là ? Tu te dis... en fait, c'est vraiment un sentiment, c'est un ressenti de « je n'aurais pas dû ». Je n'aurais pas dû. Alors que c'est complètement irrationnel. On est tout à fait d'accord. C'est complètement irrationnel. Tu fais 33 kilos, tu manges un croissant et demi, t'as besoin de manger ton croissant et demi, et c'est pas grave, tu vas manger un déjeuner et un dîner. Mais pour toi, t'as mangé un croissant et demi, tu vas te priver de déjeuner et de dîner pour le truc parce qu'en fait, ta culpabilité est trop forte. Et vraiment, ça, c'est ultra compliqué à gérer. Pour moi, il a fallu trouver quelque chose qui soit suffisamment fort pour gérer la culpabilité, pour la dépasser. Et ce qui a fini par, à un moment donné, émerger et qui a marché pour moi, c'est de me dire, en fait, mon envie de vivre, ma soif de vivre, elle est plus forte que la culpabilité. Et à partir du moment où, progressivement, cette balance-là, elle s'est rétablie, et où je me suis alignée intérieurement, en tout cas, je me suis vraiment calée sur le fait de me dire, je vais m'offrir de vivre et de vivre une belle vie, et pas de vivre une demi-vie en étant complètement enfermée. Et je mérite ça. Même si au départ, c'était une petite étape après étape, ça a été suffisamment fort pour me permettre de dépasser peu à peu les peurs qui étaient très présentes, quoi. Il y a quelque chose que j'apprécie dans ton bouquin. Tu dis 4e ingrédient, c'est le discernement.
et tu parles, la voix de l'anorexie, c'est la voix de la peur. Et donc, il y a 2 images en page 36. Il y a la voix de l'anorexie, tu peux nous la détailler juste après, et la voix de la guérison. En gros, tu as 2 voix bien distinctes et qui fait que la voix de l'anorexie, c'est vraiment la voix de la peur. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? C'est quelque chose qui a été aussi vraiment important pour moi de comprendre et qui, je pense, peut énormément aider au quotidien à pouvoir avancer. C'est-à-dire que la voix de l'anorexie, c'est effectivement la voix de la peur. À chaque fois que la peur parle en soi, on peut être quasiment sûr pour les personnes qui sont anorexie, que c'est l'anorexie. J'ai peur de grossir, peur de tel aliment, j'ai peur de pas m'arrêter de prendre du poids, j'ai peur de culpabiliser, j'ai peur que mon corps stocke de la graisse, j'ai peur de reprendre trop d'un endroit, etc. Tous ces j'ai peur, c'est la maladie. C'est toujours, on va dire, une anticipation sur ce qui pourrait se passer. Et c'est la voix la plus forte. C'est comme une sorte de brouhaha permanent, en fait. C'est un brouhaha permanent dans sa tête de ces voix-là qui sont très fortes. Et la voix de la guérison, comme je l'appelle, sans être souffrir de double personnalité, mais la voix de la guérison, c'est une voix qui est beaucoup plus fine, qui est beaucoup plus subtile. C'est au départ, quand on est vraiment malade, c'est un petit murmure, c'est un petit souffle, c'est parfois juste une idée en se disant « Ah si, ce serait bien que là, je mange un peu plus » ou je sais instinctivement que il faut que je reprenne du poids, je sais que là, mes 2 brocolis, c'est pas suffisant, je sais que j'aimerais vraiment partir en vacances, par exemple, dans 3 mois, et que pour partir en vacances, il faut que je mange plus. La voix de l'anorexie, la voix de la maladie, c'est vraiment la peur, la culpabilité, et la voix de la guérison, c'est vraiment la voix de l'encouragement, la voix de la dynamique, la voix du mouvement, la voix du changement, la voix de l'inspiration. Et voilà, au départ, c'est arriver à se dire, vraiment à faire le distinguo entre les deux, et quand on est repris par les peurs, même si, bien sûr, c'est pas évident au début, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps, mais de se dire, ok, qu'est-ce que j'écoute? Il y a 2 voix en moi, et d'être très conscient qu'il y a une capacité de choix. Il y a vraiment une capacité de choix. À un moment donné, il y a une capacité de choix, de se dire, il y a 2 dynamiques en moi, laquelle je choisis de nourrir et laquelle j'écoute. Même si c'est difficile, c'est hyper difficile, il y a quand même constamment la culpabilité, constamment les peurs qui vont revenir, mais une fois qu'on s'aligne sur cette envie de vivre-là et qu'on l'écoute et qu'on pose les actes qui vont avec, c'est plus simple. Comment on regrappille petit à petit, pas par pas, une progression alimentaire? Comment on arrive du coup à manger et à faire diminuer petit à petit la maladie, malgré la petite voix qui est pas si petite du tout d'ailleurs, qui prend parfois tout l'espace? Comme tu le dis, tu parles de progression. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et il faut beaucoup de patience et beaucoup de volonté aussi. Et c'est une maladie qui demande énormément de détermination. Mais ça, quand on souffre de cette maladie-là, on a cette détermination-là. Il faut vraiment de la patience. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fonctionné vraiment pas à pas. J'ai eu de la chance de tomber sur un bouquin à l'époque, un livre qui m'a énormément aidée, qui s'appelle « Je mange et je suis bien » de Florence Pujol, qui m'a beaucoup aidée dans mon parcours parce que ça m'a justement aidée à avoir une autre vision des aliments et à me rendre compte qu'en fait, j'avais besoin de tout et que tout était bon pour moi. Et j'ai fait vraiment pas à pas parce que c'était la seule chose qui était accessible pour moi. Une fois que ma décision de guérir a vraiment été prise et que ça s'était calé, je savais qu'il fallait faire un changement au niveau alimentaire. Donc j'ai commencé par augmenter un peu les quantités de ce que j'étais déjà capable de manger. Tu vois, donc les légumes, par exemple, ça passait bien. Donc j'ai augmenté un peu les quantités. Donc à l'époque, je pesais plus les aliments, je voyais un peu à l'œil nu, donc j'ai commencé à augmenter un peu les quantités de légumes, à réintroduire des protéines, donc végétales ou animales, par petites touches, par petites portions. Et j'ai fait un peu de façon instinctive, c'est-à-dire que j'ai essayé de choisir des aliments qui me faisaient envie. Tu vois, et ça c'était nouveau, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas du tout cette notion-là d'envie. Alors, je n'étais pas, à l'époque, capable de te parler vraiment de plaisir, même si le plaisir était quand même là, mais même le fait de parler de plaisir, c'était compliqué à l'époque.
On va dire que j'ai vraiment fonctionné au niveau de l'envie. À ce moment-là, moi, je mangeais que 2 repas par jour. Et un élément important que je savais qu'il fallait que je fasse, c'était de manger un 3e repas, de réintroduire quelque chose pour le déjeuner, parce que voilà, il y avait vraiment rien et ça faisait trop long entre. Et j'ai commencé par manger ce qui me faisait envie, c'est-à-dire j'ai mangé un yaourt. Mais j'ai pas mangé n'importe quel yaourt, tu vois, j'ai mangé un yaourt qui me faisait envie. J'avais voilà envie de manger un petit caillé, donc j'ai pris un petit caillé. Un midi, j'ai mangé ça et ça m'a vraiment fait du bien. Et le lendemain, je me suis dit, ok, je mange mon petit cahier et qu'est-ce que je peux manger de plus? Et j'ai mangé mon cahier avec une cuillère de confiture à côté. Mhm. Et le surlendemain, j'ai mangé pareil, mon yaourt, ma confiture, et puis j'ai dû mettre un peu plus de confiture. Et le jour d'après, j'ai fait ça, et puis j'ai mangé un fruit après en plus, ou un demi-fruit, puis après un fruit complet. Et en fait, j'ai vraiment fonctionné comme ça, c'est-à-dire que pour tous les repas, j'ai vraiment fait de façon incrémentale, en augmentant et en diversifiant aussi, petit à petit, les aliments, quoi. Parce que si tu fais que ça qu'avec des légumes, ça suffit pas, quoi. Petite brique par petite brique, tu as reconstruit ta maison, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment fait ça jusqu'au bout, quoi. Et il y a un moment donné où ça s'est vraiment fluidifié et où j'ai été capable de refaire des repas plus ou moins complets. Par exemple, de passer de mon yaourt, mon fruit, ma confiture et ma tomate à manger une part de tarte au fromage parce que j'avais envie de manger ça. Voilà. Et sur le moment, c'était pas non plus, c'était pas évident, hein, c'était compliqué. Mais je l'ai fait et plus on le fait, plus on se désensibilise en fait. Et plus ça devient facile. Il y a un moment donné où ça coule, quoi. Ok. Il y a aussi des exercices dans ton livre. Il y avait une page qui s'appelle « Je cesse d'être dépendante du chiffre sur la balance » et tu nous dis « La part malade en nous est tellement dans le contrôle qu'elle a besoin de s'accrocher à tout ce qui permet de garder la maîtrise, la balance en premier ». Et ça, c'est vrai pour pas seulement quand on est ou quand on fait de l'anorexie, hein, c'est les accros à la balance, c'est pas seulement ça. Et tu dis, si vous êtes accro à la balance, il est primordial que vous puissiez diminuer, voire supprimer cette dépendance et que vous perdiez l'habitude de connaître votre poids. Et donc, il y a un exercice que tu proposes, enfin des questions plutôt que tu dis avec le livre. On peut remplir le livre, donc c'est un livre et un carnet du coup. Un carnet en un mot aussi. Combien de fois montez-vous par semaine sur la balance, que ce soit chez vous ou chez votre médecin, et quelles conséquences les pesées ont-elles sur votre capacité à remanger, à reprendre du poids, ainsi que sur votre humeur? Et ça, du coup, cette question-là, c'est intéressant parce que tu dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais tu demandes et tu mets en lumière en fait les conséquences que les pesées peuvent avoir sur l'équilibre personnel. Ouais. Oui, vraiment, parce que de toute manière, on peut pas avoir un regard blanc et noir et encore plus sur cette maladie-là où on est souvent dans des états physiques qui sont très critiques. Donc, dire arrêter de se peser voilà, soi-même, enfin, c'est pas possible non plus. En même temps, on sait que, voilà, que la balance enfin, connaître le chiffre est très néfaste. Pour moi, c'est important d'avoir un regard qui est toujours nuancé sur ces questions-là. Pour autant, pour l'avoir constaté sur moi-même et sur aussi d'autres personnes qui souffrent d'anorexie, connaître le chiffre, c'est un vrai blocage, quoi. C'est-à-dire que voir le chiffre augmenter, c'est hyper compliqué. Et donc pour moi, une des solutions, et ce qui m'a vraiment aidée, c'est de ne plus connaître mon poids, quoi. Donc ça m'avait, je le dis à un autre moment donné dans le livre. Je savais qu'il fallait toujours que je me fasse peser. Donc j'allais à l'hôpital me faire peser. Je ne regardais pas le chiffre sur la balance. La personne qui me pesait indiquait le chiffre sur un bout de papier. Elle pliait le bout de papier. Je donnais le bout de papier au médecin et je n'ai pas su mon chiffre. Et je n'ai même pas su à quel poids je m'étais arrêtée de prendre du poids. C'est-à-dire que ça s'est stabilisé tout seul. Ça m'a permis aussi de retrouver un rapport à mon corps qui était plus libre, quoi, qui n'était pas focus sur un chiffre. Il y a une petite, une petite dame, alors c'est quoi? C'est le psychiatre ou la psy dans ton livre ou une voix aidante qui dit: «La peur est une projection erronée uniquement romanesque, ce n'est pas la réalité». Effectivement, c'est une histoire qu'on se raconte, mais c'est une histoire à laquelle on croit, mais de manière, hallucinante, quoi. C'est ça la vérité, on est certain de ça, c'est sûr. Ouais. Et on est là, on se galère. Quand je vois ton livre et comment il est structuré, donc c'est étape par étape, même si je dis et je redis que c'est les étapes de reconstruction de Claire et de voilà, il y a d'autres qui auront d'autres schémas de traversée.
Et du coup, c'est assez progressif, effectivement. Je lâche un peu en commençant par l'alimentaire. Tu as aussi des gens qui te... Enfin, ces petites dames, ces petites bubules qui te disent félicitations pour tous vos efforts, petits ou grands. Vous pouvez être fiers de vous, donc qui valident et qui trouvent que c'est difficile de faire des efforts, mais que c'est OK et qui te valident tes progrès, quoi. Ouais, exactement. Parce que la progression, ce que j'ai vraiment essayé de faire dans le livre, c'est de progresser à tous les niveaux. De progresser au niveau alimentaire, mais aussi de progresser au niveau psychologique, en tout cas de retrouver petit à petit cette soif de vie pour que voilà le mental et le corps finissent par se réaligner l'un avec l'autre. Alors c'est hyper progressif, et je voulais que ce soit progressif parce que ça peut pas être autrement, notamment quand on est dans des états très critiques. On peut pas passer du jour au lendemain de quelque chose d'un poids très maigre à 15 kilos en plus, quoi. Donc au début, on a un conflit tête-corps qui est hallucinant avec camps bien distincts, prêts à se faire la guerre. Et nous, le job qu'on fait en tant que diète, mais aussi vous et aussi les psychologues et les psychiatres, et les art-thérapeutes aussi, c'est justement c'est un peu de yin dans le yang, un peu de yang dans le yin, et c'est de revenir à une équipe, tête, corps, esprit, cœur, faire un attelage qui marche, quoi, c'est ça. Ouais, exactement. Super, super intéressant. Page 77. Je remplace les pratiques de contrôle de mon corps par les pratiques ci-dessous qui apaiseront les émotions à la source. Je les colorie ou les surligne quand je suis satisfaite de mon effort. Et dedans, tu as des petits nuages. Quand j'ai des pratiques de contrôle, là, il y a en verso, me faire couler un bain et allumer une bougie, sortir faire une balade, écouter une vidéo de motivation sur YouTube, regarder mes post-it de motivation, appeler une amie ou un membre de ma famille en lui partageant ce que je ressens. Donc là, c'est important d'identifier dans l'entourage là où les membres un petit peu privilégiés pour renouer, quoi, pour faire du lien et pouvoir dire les choses qu'on a à dire. Faire une respiration, faire une séance de respiration, de yoga doux. Ça, effectivement, on change petit à petit ces pratiques pour qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je peux faire qui est bon pour moi, là, plutôt qu'essayer de tout contrôler? Où est-ce que Ouais. ça me mène, ce tout contrôle? Et c'est quoi le plus petit pas que je peux faire là tout de suite maintenant parce que j'ai vachement envie de contrôler. Ouais, exactement. Et de se dire que il n'y a pas rien après, à la place du contrôle. C'est ça, tu vois. C'est vraiment ça, c'est qu'il n'y a pas rien à la place du contrôle. C'est ça aussi qui fait peur, c'est de se dire, si on lâche, qu'est-ce qu'il va y avoir? Non, en fait, il n'y a pas rien. Il y a plein d'autres pratiques, mais qui sont beaucoup plus au service de nous-mêmes, en fait, et de notre élan de vie, quoi. Est-ce que aujourd'hui tu as fait la paix avec les aliments? Écoute, oui. Oui, je pense que oui. Après, il y a des périodes qui sont plus simples que d'autres, mais globalement, vraiment, oui, j'ai beaucoup moins de contrôle sur mon alimentation. Plus non plus de contrôle de mon poids. Et j'ai retrouvé un lien beaucoup plus fluide par rapport à l'alimentation, à mes choix alimentaires, etc. Après, il reste toujours une petite forme parfois de fragilité, mais ça, c'est normal. Et c'est aussi pour tout le monde pareil, je suppose. En tout cas, il y a toujours, surtout quand on est aussi une femme au XXIe siècle, parce que le rapport à son corps est jamais toujours ultra simple. Mais voilà, en tout cas, il n'y a plus de maladies. Ok. Donc, c'est ça, en fait, quand tu parlais de guérison, c'est la question libération, aller vers une vie qu'on veut vraiment vivre, manger les aliments dont on a envie. Et c'est pas pour ça qu'on n'aura plus jamais de pensée de ça, c'est bien, ça, c'est mieux, cet aliment, il serait quand même un peu mieux. Tu es sûr que, voilà, on peut quand même avoir des pensées comme ça. Et c'est pas pour autant que ça fout vraiment le bazar dans notre vie, quoi. C'est juste que tu constates que tu as ces pensées aujourd'hui et bon, tu leur Ouais, donnes une exactement. place. Et puis c'est aussi très épisodique, ça revient dans des moments un peu plus compliqués de vie, mais c'est vraiment épisodique, quoi. Et il y a beaucoup plus de distance et de jeu par rapport à ça. Effectivement, comme tu dis, je constate qu'il y a ces pensées-là, mais point, quoi. Je vais quand même manger ma mousse au chocolat et puis c'est pas grave. Juste avant de t'inviter, j'ai demandé, tiens, qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'anorexie mentale à ma communauté? Parce que c'est Dans la poire, c'est un podcast très collaboratif. Parfois, ils me donnent des idées de thèmes. Parfois, ils me posent des questions que je pose à mes intervenants. Une question de Cali Quarel. Bonjour, comment ne pas rechuter? Même guéri, c'est toujours dans un coin de ma tête. Bonne question. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de recette miracle, mais en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidée et ce qui continue de m'aider,
c'est toujours d'avoir présent en tête ce que je me souhaite, véritablement, profondément, la vie que je me souhaite, celle que je sais que je mérite, et d'avoir conscience que cette vie-là, elle n'est pas possible avec l'anorexie. Et ça, c'est vraiment important, premier élément. Deuxième élément, de se dire et d'avoir conscience, et là aussi hyper important dans le chemin de guérison qui vient à la fin, mais qui aide énormément, de dire qu'on est plus puissant que la maladie, que l'élan de vie est plus puissant que la maladie, même si on n'a pas toujours conscience et même si parfois le rapport de force est inversé, mais vraiment de se dire que on n'est pas victime de ces pensées-là ou que vous n'êtes pas victime de cette envie parfois de rechuter, que vous pouvez décider, vous, avec votre être et avec votre soif de vie, que très bien, ces pensées sont là, mais vous n'allez pas les suivre. Ouais, c'est un travail de diffusion qu'on ne peut mener que lorsqu'on a commencé à se renutrir, à ce que le cerveau, la physiologie du cerveau, du corps, quoi, commence un peu à reprendre, parce que sinon on n'est pas en capacité de dépenser, de penser contre soi. On n'a pas la force, en fait. Et effectivement, c'est un travail de diffusion, donc ça veut dire en gros, la fusion cognitive, c'est la fusion avec les pensées, c'est-à-dire qu'on les prend pour des vérités absolument certaines, qu'on doit absolument suivre, et c'est bien sûr qu'il ne faut pas de féculents, bien entendu qu'il ne faut pas de féculents, tous les autres ont tort. Donc ça, on ne fait qu'un avec sa pensée, hein, c'est ça la fusion cognitive. Et la diffusion, c'est peut-être de voir, tiens, j'ai la pensée qu'il ne faut pas de féculents. Effectivement, la diffusion cognitive, c'est pouvoir avoir l'espace du doute d'abord et donc se ménager un espace de choix ensuite. Ok, merci pour cette réponse. Ouais, une autre question dont on a un petit peu parlé aussi de Doer Maya. Peut-elle être juste passagère? Bon, je crois que ton parcours l'illustre. Qu'est-ce qui peut être passager, l'anorexie ou la Ouais. guérison? Ah, bonne question. Allez, les deux. Colle. L'anorexie, est-ce que ça peut être passager? Oui, bien sûr. Oui, comme tu le disais, tu le rappelais en introduction, il y a autant d'anorexie que de personnes. Il y a des gens pour qui ça va durer 6 mois, pour d'autres ça dure 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois même toute la vie malheureusement. Donc voilà, mais bien sûr, ça peut être passager. Ça dépend aussi beaucoup des circonstances de vie, voilà, de là où en est la personne à un moment donné. Et la guérison, est-ce que la guérison, ça peut être passager? Pour moi, la guérison n'est pas passagère. Le mieux-être est passager, mais la guérison n'est pas passagère. La guérison est voilà, et elle est présente et elle vient elle vient effacer en tout cas une forme de nécessité d'avoir besoin de la maladie. Et une fois que c'est parti en fait. Il peut rester parfois des moments un peu plus compliqués, mais ça veut pas dire que la maladie revient. Ouais. Donc tu dirais pas, je vis avec, sauf qu'elle prend beaucoup, beaucoup moins de place aujourd'hui. Tu dirais plutôt que tu as dépassé le truc et que épisodiquement, tu as des trucs qui te rappellent que tu as traversé ça. Ouais, de façon hyper épisodique. Ouais. Vraiment, de façon très, très épisodique. Ok. Je sens une forme de radicalité chez toi sur premier élément, deuxième élément, tu sais, genre, on veut vouloir vivre, vouloir la vie plutôt que la survie. C'est un truc, une sorte il y a la force, quoi. Il y a la force et il y a le courage aussi de se diriger vers la vie qu'on voudrait vraiment, quoi. C'est peut-être des formations professionnelles parce que je viens d'un secteur pro où on nous apprend à beaucoup structurer, donc ça va peut-être être ça, mais effectivement, pour moi, ça a été hyper important et ça l'est toujours aussi beaucoup, le fait d'être volontaire et d'apprendre à faire de faire des choix en fait vraiment en conscience. Moi, ça m'a un peu sauvé la vie quand même. Tu vois. Ça aide. Sandra _RDSS nous dit: les sensations de faim sont-elles inexistantes ou alors juste refoulées? Ça dépend. Ça dépend. Les deux. Dans mon expérience, les deux, et dans ce que j'ai pu lire et entendre, après tu me corrigeras, hein, Charles, mais il y a des moments où on a faim et on va vraiment le refouler parce que le cerveau dit il ne faut pas manger, donc voilà, puis au bout d'un moment donné, à force de refouler, en fait on n'entend plus, et même la production de la sensation de faim par le corps, en fait, demande de l'énergie que le corps n'a pas, donc en fait on cesse d'avoir faim. Les deux sont présentes, et cohabitent en fait, voilà. Et c'est pour ça aussi que c'est important de surtout pas attendre d'avoir faim pour manger,
Parce que si on attend, surtout au début du processus de renutrition, si on attend d'avoir faim pour manger comme on peut l'entendre, etc., mais en fait, on mange jamais, quoi. Ouais, et donc ça aussi, pour le coup, c'est la limite de l'approche des sensations alimentaires dans ce type de trouble. Le côté écoute-toi ou écoute ta faim, là, pour le coup, c'est pas du tout relevant. J'en parlais aussi avec Florian Taffard, je sais que Mhm. t'as rencontré, et lui, il le soulignait vraiment, hein, puisqu'il a eu la gentillesse de relire mon livre avant sa parution. Il confirmait ce que moi j'avais expérimenté, c'est-à-dire que cette approche-là par les sensations, c'est vraiment à la toute fin du processus de guérison. C'est-à-dire quand le poids est à peu près normalisé, que les sensations sont à peu près revenues, et que là, ça devient vraiment utile de pouvoir retrouver en son corps un allié, et de vraiment apprendre à l'écouter. Mais ça, c'est la toute fin, quoi. Vraiment. Une question de Mick. Comment sensibiliser les hommes au TCA? Bah, merci Charles pour l'invitation au podcast. Écoute, c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident pour les hommes. C'est pas évident pour l'entourage non plus. C'est pas forcément quelque chose qui est ultra connu non plus, même si c'est une maladie qui touche quand même pas mal de monde et depuis assez longtemps. Mais c'est souterrain quand même comme maladie. On n'en entend pas tellement parler. Je pense que voilà, il faut se renseigner et puis surtout avoir conscience que c'est une maladie, que c'est pas une volonté, enfin, c'est pas une volonté de la personne en fait d'être dans ce contrôle-là, c'est vraiment un trouble, quoi. Question de Phoenix de Paris. Que faire pour aider un proche? Et moi, j'ai des questions par extension que je vais te livrer après d'ailleurs. Que faire pour aider un proche? Déjà, être présent, c'est immense. La présence, c'est immense. Le fait de pouvoir Et c'est quoi une présence de qualité, quoi? Parce que c'est vachement important, ça. ouais, c'est sûr. Mais tu vois, j'insiste sur ça parce que même rien que le fait d'être présent, de par exemple proposer une sortie ciné, sortie cinéma, juste de mettre la personne, tu vois, dans un flux de vie dans lequel on n'est plus du tout parce qu'on est complètement enfermé dans son monde qui est un monde de peur et de contrôle. Rien que le fait de, par exemple, proposer un ciné, proposer une expo, c'est déjà beaucoup. Et effectivement, ce qui est encore mieux, si c'est possible, c'est voilà, d'essayer de se renseigner un petit peu, de comprendre ce que c'est et de dire, bah voilà, je sais que tu traverses quelque chose qui n'est pas évident. Est-ce que tu veux m'en parler? Le fait de laisser cet espace-là, c'est de libérer aussi un peu la parole. C'est beaucoup, parce qu'il y a aussi de nombreuses personnes qui osent pas aborder le sujet et qui, du coup, font comme si de rien n'était. Quelles sont les attitudes aidantes qui peuvent être aidantes de la part des proches et versus les trucs qui aident pas du tout, quoi. Ça, c'est vachement important. C'est pas une question qui est facile, parce que plus on est proche de la personne, plus on est impacté. Tu vois, si t'es souvent, comme c'est une maladie qui touche les ados, si t'es un parent et que ton fils ou ta fille souffre d'anorexie, c'est hyper compliqué d'avoir le recul suffisant pour parfois avoir le comportement qui est juste, notamment parce que les parents sont hyper inquiets et que parfois la tentation c'est d'insister, de dire mais je comprends pas pourquoi tu manges pas, etc. Et on peut pas le reprocher aux parents, tu vois, c'est normal, c'est logique. Si on est un ami ou un membre qui a un peu plus de recul, être aidant, c'est pouvoir justement libérer un espace de parole et pouvoir remettre un peu de vie, un peu de rire et pouvoir montrer à la personne que ce qu'elle traverse, c'est temporaire. Et voir aussi, et ça c'est un truc important je trouve, de pas voir en la personne que la personne malade. Tu vois, quand on parle d'anorexie, on dit souvent elle est anorexique. En fait non, elle est pas anorexique, elle souffre d'anorexie. L'anorexie c'est passager. Et rappeler aussi quelque part à cette personne-là, moi j'ai eu une amie comme ça et ça a été hyper précieux. Elle n'a jamais vu en moi que la personne malade. Elle m'a toujours ramené, toujours reflété autre chose. En me disant, je sais qu'il y a autre chose, enfin voilà. Et elle n'est pas rentrée dans ce truc-là complètement. Ça, c'est quand on a un peu de recul. Quand on est parent, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, d'avoir confiance en les capacités de guérison, de résilience de son enfant. Mais il y a des fois où, voilà, c'est compliqué. Justement, une question de Aude. Est-il possible de prévenir l'anorexie? Je suis maman d'adolescent. Je pense que si on a les bonnes informations, qu'on sait à quoi ça ressemble, qu'on a identifié aussi les facteurs de risque, qu'on sait si par exemple son enfant pourrait potentiellement avoir un profil qui peut ou prou pourrait développer cette pathologie-là ou pourrait souffrir de troubles alimentaires, même si on n'est jamais certain, mais il y a quand même des facteurs qui peuvent un peu aider. Si on voit que ça se déclenche ou qu'à un moment il y a un mal-être, le fait de pouvoir aller voir un médecin ou un thérapeute très rapidement,
ça contribue énormément à la guérison. Plus on est pris en charge rapidement, ça on le dit beaucoup, plus on est pris en charge rapidement, plus les chances de guérison sont élevées. Ça ne veut pas du tout dire que si on est pris en charge plus tard, on va pas guérir, mais c'est plus compliqué. C'est quoi les premiers signes qui peuvent alerter justement chez une adolescente? Il y a deux périodes qui sont charnières dans l'adolescence. La perte de poids, ça c'est sûr, hein, la perte de poids, le contrôle alimentaire ou le fait de faire un régime, attention, surtout si le régime dure un peu, quoi. Il faut vraiment faire attention et si, il y a, à un moment donné une perte, une baisse de morale, et ou une focalisation de l'attention sur l'alimentation, là c'est gros warning, quoi. Et il y a une autre question qui demande pourquoi mental? Mmh. Parce que anorexie, en fait, ça veut dire sans appétit. Orexie, c'est appétit. Et anorexie, c'est sans appétit ou qui coupe l'appétit. Je crois en grec, quelque chose comme ça. Orexia. Et pourquoi mental? Justement, je pense, pour distinguer l'anorexie où il y a une perte, enfin une absence de sentiment d'appétit, de l'anorexie mentale qui n'est pas du tout une perte, enfin au départ n'est pas une perte de la sensation d'appétit, mais vraiment un contrôle Ouais. volontaire. Et le refus de se maintenir à un poids homéostasique, quoi, un poids d'équilibre, de vie, quoi. Qui aurait les meilleures compétences pour prendre en charge psy ou nutri? Oh là là, les meilleurs tout de suite. Ces gens d'Instagram qui veulent faire des guerres. Bah les deux, Ouais, bah les oui, deux bien sûr. c'est sûr. Pourquoi les deux? Parce que comme tu le disais, c'est à un moment donné retrouver une alliance corps-esprit. Et donc, même si les deux sont très liés, le psychologue va bien sûr prendre en charge la personne dans sa globalité et de même du nutritionniste ou du diète, il va pas, s'adresser qu'au corps, c'est les 2. Mais en tout cas, il y a, on va dire, plutôt une prise en charge du mental, enfin de l'aspect vraiment cause en profondeur ou facteur, prédisposant par le psy et puis le diète ou le nutritionniste qui va vraiment se concentrer sur, le rapport à l'alimentation, le rapport au corps et la gestion des émotions aussi. C'est quoi les principales idées reçues sur l'anorexie mentale? Est-ce qu'on peut débunker quelques idées reçues, nous dit Louise? Le fait que ça touche que des femmes, ça touche principalement effectivement des femmes, mais ça touche aussi 10 d'hommes. Ça touche pas non plus 10% d'hommes? ouais, ça touche 90 de femmes et 10 d'hommes. Ah oui, non, oui, dans la proportion. Ok, pas 10% des Ah hommes. non, Ok. pardon. OK. Non, non, parmi les personnes qui souffrent d'anorexie, 10 sont des hommes ou des garçons et 90 sont des femmes. Ok. Il y a ça, et puis il y a aussi, le fait que, bah, c'est juste, pas vouloir manger quoi, alors qu'en fait c'est pas ça. C'est surtout qu'on est, enfin comme je l'ai dit, hein, on est vraiment mal en fait et c'est pas un choix. C'est une maladie qui à un moment donné nous impose un comportement. Bah ouais. Et c'est ça, effectivement, que bah, les proches qui sont pas sensibilisés ou les personnes qui sont pas sensibilisées aux troubles des conduites alimentaires, ben, quand ils font des apéros où chacun se sert, etc., avec des chips, des cacahuètes, du saucisson, avec soit de l'alcool ou des jus de fruits, ce genre de choses. Quand on connaît pas, c'est extrêmement anxiogène comme milieu, comme spectacle, en fait, comme scène pour les personnes qui font de l'anorexie, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment, ils se demandent, mais comment je vais pouvoir sortir de cet apéro? Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Ils sont où mes bâtonnets de concombre ou de crudité et tout? Comment je vais pouvoir me sortir de ce c'est un traquenard et tout, c'est pas possible. C'est une grosse montée d'angoisse, ou en mode potomanie ou donc ça veut dire boire de l'eau et tout pour, étouffer tout ce qu'on ressent, ou on quitte la pièce ou enfin c'est dur, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment c'est super compliqué. C'est pour ça que le fait d'arriver, si on peut, à désamorcer un peu les choses, à en parler si on est invité et qu'on connaît suffisamment la personne pour lui dire: «Bon, en fait, voilà, là, c'est compliqué pour moi, est-ce que ça te gêne si, par exemple, si quelqu'un amène quelque chose, est-ce que je peux amener, quelque chose?» et essayer de choisir quelque chose qui soit accessible, quoi, tu vois? Mmh. Ça fait partie aussi, ça permet d'éviter de se couper complètement des autres, Ouais, on peut faire comme on peut avec les safe food un petit peu, qui peuvent être là pendant encore un temps et faire partie du process, quoi. Mmh. OK, je te remercie en tout cas pour tout ça. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur, ce parcours qui a été le tien de 2008 à 2013? C'est ça? Ouais, ça doit être ça, 5 ans. Quel regard de femme tu portes sur,
cette ancienne version de toi qui est aussi toi? Mmh. Je pense que cette maladie, elle m'a beaucoup apporté. Elle a été extrêmement compliquée à gérer, très très douloureuse, et ça m'a privée de beaucoup de choses, notamment dans une période de l'adolescence qui est censée être une période dorée et où moi j'ai raté plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai pas vécues en fait. Pour autant, je sais que ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté de la volonté, ça m'a apporté de la confiance en moi, ça m'a apporté une forme de maturité, de connaissance de moi aussi très tôt. Et voilà, et aujourd'hui il y a un rapport à ça qui est plus... qui est davantage pacifié, où je me dis que ben, voilà, c'est ce qui s'est passé et c'est aussi maintenant ce que je peux en faire. Ok, eh bien je te remercie Claire, merci beaucoup pour ton temps et merci beaucoup aussi pour ton livre Guérir de l'anorexie aux éditions de Buck ou de Book supérieur, j'arriverai jamais à le dire. Et voilà, en tout cas c'est un livre assez utile et il y a plein de petits bonus dedans, des audios, des vidéos, des PDF, tout ça, que vous pouvez aussi télécharger quand vous achetez le livre. Donc c'est un livre très ressourçant, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup, à bientôt Claire. Salut Charles, à bientôt. Et bien voilà, clap de fin sur ces 2 parties de l'épisode 45 sur l'anorexie, comment on y rentre, comment on la vit et comment on peut en guérir. Ça me tenait à cœur de vous partager ce témoignage, donner une autre couleur de l'anorexie mentale, une nuance de joie et d'espoir, non pas dans le vécu, dans la traversée de ce trouble, mais peut-être c'était utile de montrer que c'est possible de le dépasser et d'en guérir. Alors c'est vrai que c'est pas tellement ce qu'on apprend en formation, on voit les vignettes cliniques des cas qui sont présentés et dans quelle mesure on peut, avec d'autres pros de santé, eh bien, interagir pour trouver une issue plus favorable. On voit la réalité assez dure, assez crue, les chiffres qui font froid dans le dos, le fait que oui, c'est un trouble létal, parce qu'effectivement, l'anorexie mentale, on en meurt et c'est aussi utile de le rappeler. Pour ma part, une des prises de conscience a été la campagne choc du photographe italien Oliviero Toscani, célèbre pour ses campagnes coup de poing de la marque Benetton, qui avait mis en scène en 2007, si mes souvenirs sont bons, sur une double page, le corps décharné d'une jeune fille et la campagne disait « No anorexia ». C'est une campagne qui a fait grand bruit dans le monde de la mode, qui a ensuite été publiée en France et la mobilisation a porté dans certains pays européens pour justement ne plus représenter des mannequins trop maigres et ça a payé notamment en Espagne où il y a une régulation un peu plus stricte. Cette jeune femme s'appelait Isabelle Caro, elle était mannequin et comédienne et elle est décédée 4 ans après cette campagne choc. Elle avait même publié un livre, je crois en 2008, qui s'appelait La petite fille qui ne voulait pas grossir. Voilà, c'est ça, la petite fille qui ne voulait pas grossir. Donc ne vous y trompez pas, l'anorexie mentale, ce n'est pas un trouble qu'on prend à la légère, ce n'est pas juste ne pas vouloir manger, c'est bien plus complexe et difficile que cela. J'espère que cet épisode vous aura parlé, vous aura donné une note d'espoir à celles et ceux qui se sont concernés au premier chef par l'anorexie mentale. N'hésitez pas à me dire sur Apple Podcast si cet épisode vous a parlé ou si vous avez des suggestions de thématiques. N'oubliez pas que Dans la poire, c'est un podcast collaboratif. C'est joli, c'est entre colibri et collaboratif. Collaboratif, allez, je vais le garder. C'est un podcast collaboratif. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.